بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Assalamu alaikum. Je suis professeur Benharrat de la faculté de médecine de l'université d'Oran 1. Je vous présente aujourd'hui le syndrome démentiel. Au cours de cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Une petite introduction où on va définir l'intérêt de la question et aussi définir le syndrome démentiel. Un historique, quelques chiffres épidémiologiques, le diagnostic positif du syndrome démentiel et quelques formes cliniques en rapport avec ce syndrome, le diagnostic différentiel et en dernier, une conduite à tenir où on va insister sur la prise en charge. Avant de passer au vif du sujet, on va essayer de faire passer ce test qui est appelé le test de Dubois ou le test des 5 mots. Comme vous le voyez, il existe 5 mots et pour chaque mot, il y a une image qui correspond. Alors, pour le psychiatre ou le thérapeute de façon générale, il va essayer de faire passer à son patient 5 images ou 5 objets qui va lui demander ensuite de les nommer et surtout de les mémoriser. À la fin de l'entretien, ce dernier va donner les 5 mots et il y aura une évaluation de cette mémorisation des 5 mots. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est qu'on va voir et visionner les différentes images et surtout lire les noms qui correspondent. Et à la fin de notre présentation, on va essayer de remémorer ensemble les différents 5 mots. Vous avez en premier le trousseau de clés, une montre, des lunettes, un chat, une pomme. Le processus de vieillissement est complexe et répond à des éléments multifactoriels, à variations inter-individuelles où plusieurs processus biologiques sont impliqués, et à des facteurs différentiels à variations intra-individuelles où tous les organes ou fonctions de l'organisme ne sont pas influencés de la même façon. En 1838, Esquirol dit que l'homme en démence est privé des biens dont il jouissait autrefois. C'est un riche devenu pauvre. L'idiot a toujours été dans l'infortune et la misère. L'état de l'homme en démence peut varier, celui de l'idiot est toujours le même. On retient que la démence est l'ensemble de déficits cognitifs multiples d'origine acquise et d'évolution progressive et chronique. La démence cause une diminution des capacités intellectuelles avec une altération significative du fonctionnement socio-professionnel par perte d'autonomie. Sa durée d'évolution est souvent estimée de 8 à 10 ans à partir de l'apparition des premiers symptômes. De nos jours, il existe une augmentation de la prévalence des démences vu l'augmentation de l'espérance de vie du sujet. Et ce, de façon mondiale, cette pathologie pose un problème de santé publique de par sa prévalence, la difficulté de prise en charge et le coût de la maladie à la charge de l'État. Passons maintenant aux définitions du syndrome démentiel. Le mot démence est un mot d'origine latin, dementia, qui signifie la folie, qui englobait indifféremment toute forme de psychose employée pour la première fois au XIVe siècle. La définition actuelle est issue des classifications du DSM et ne date que des années 1980. La démence est un syndrome caractérisé par un affaiblissement ou une perte de plusieurs fonctions intellectuelles, ou dites fonctions cognitives, par des troubles de la mémoire qui sont indispensables et doivent être présents pour poser le diagnostic, des troubles d'au moins une fonction cognitive telle que le langage, la gnosie et les praxies, et une fonction dite exécutive ou la capacité de penser de façon abstraite, de planifier, d'initier, d'organiser dans le temps et de contrôler ainsi que d'arrêter un comportement complexe sont atteints. Et aussi, elle est caractérisée par une perte d'autonomie et des troubles comportementaux. Par définition, toute autre cause doivent avoir été éliminées. Alors,
Passons maintenant à l'historique du concept du syndrome démentiel. Depuis le XIXe siècle, où Étienne Jean Géorget, qui est psychiatre français, élève de Pinel et Esquirol, a différencié la démence de la confusion mentale. Elle fut distinguée durant la même période des psychoses fonctionnelles et considérée comme une psychose organique. Les années 1940 a été marquées par les corrélations anatomo-cliniques post-mortem de la démence et peu de temps après, soit en 1952, les psychiatres abandonnent aux gériatres le terrain des démences organiques dites incurables et se focalisent sur les psychoses suite à l'événement des neuroleptiques. L'histoire de l'évolution du diagnostic et de la prise en charge des démences a connu des dates importantes. Nous citons 1822, Antoine Baillet, qui décrit la paralysie générale des fonctions intellectuelles avec des lésions inflammatoires frontales. Ici, on distingue la démence sénile. Précisément en 1902, on parle de l'origine syphilitique de la paralysie générale. Et ce n'est qu'en 1950 que cette maladie disparaît grâce à l'avènement de la pénicilline. De 1892 à 1904, les travaux de Pick se sont échelonnés et ont concerné 6 cas de malades, dont 2 qui portaient la maladie d'Alzheimer, une paralysie générale, une psychose inclassable, 2 atteintes temporales qui correspondent à la future maladie de Pick. En 1906, Alois Alzheimer a décrit le cas de démence présénile d'une femme de 51 ans, nommée Auguste Deter, qui a présenté un délire de jalousie envers son mari avec d'autres symptômes tels que des persévérations et des stéréotypies verbales. Une aphasie débutante avec des paraphrases importantes masquant ainsi ce trouble. Aussi, une agraphie débutante des troubles de la mémoire et de gros troubles de la compréhension. En 1906, à la mort de la patiente, Alois Alzheimer se fait envoyer le cerveau de la malade pour analyse, où il a été constaté la présence de lésions bilatérales de plaques séniles et de dégénérescence neurofibrillaire en grand nombre. 1907, Fischer décrivait les lésions anatomiques de base qui sont les plaques séniles. En 1909, Gaetano Percini décrit la démence sénile. Et ce, à la fin du XIXe siècle, on connaissait cette démence sénile sous le nom de presbyophrénie de Wernicke, que l'on croyait d'étiologie vasculaire jusqu'à ce que Klippel et l'ermite décrivent la démence sénile sans athérome. À partir de là, on a connu 3 types de démence sénile. La première étant la démence sénile pure à plaques séniles qui représente 30% des cas, la démence vasculaire pure à lésions bilatérales qui représente 20% des cas, et enfin les démences séniles mixtes à lésions séniles et vasculaires aussi qui représentent 50% des cas. En 1910, Kraepelin attribuait le nom de maladie d'Alzheimer à la démence présénile. En 1926, l'association Donary et Spaz ont décrit la maladie de Pick comme une atrophie frontotemporale circonscrite. Et c'est en 1974 que la démence vasculaire a été décrite pour la première fois et depuis, les formes de démence ne cessent d'être découvertes à cause du phénomène épigénétique et l'avènement de nouveaux facteurs de risque, notamment virales. Et on cite même, et on parle même actuellement, de formes de démence post-Covid-19. Les données les plus récentes objectivent que dans l'ensemble de la population générale, un taux estimé entre 5 et 8% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes de démence à un moment donné. Le syndrome démentiel est dominé par la maladie d'Alzheimer qui représente 65% des démences après l'âge de 75 ans. Le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer est l'âge et on compte 70% des femmes et 64% des hommes déments âgés de plus de 80 ans.
Selon les statistiques de l'année 2010, la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique déclare 100 000 sujets atteints de la maladie d'Alzheimer en Algérie. Selon l'OMS, à partir des données les plus récentes de l'année 2022, le nombre de personnes touchées par la démence en millions est estimé à 50 millions, dont 60% vivent dans un pays à revenus faibles ou intermédiaires. Chaque année, on compte près de 10 millions de nouveaux cas. Les prévisions pour l'année 2030 est estimée à 82 millions et pour l'année 2050 est de 152 millions de personnes atteintes de démence selon la même source. Passons maintenant au diagnostic et aux différentes formes cliniques du syndrome démentiel. Le syndrome démentiel est dû à des lésions structurelles du cerveau par perte neuronale à caractère progressif et irréversible, où toutes les fonctions intellectuelles ne sont pas perdues simultanément. Sur le plan clinique, le syndrome démentiel est fait de différents symptômes. Je vous propose l'acronyme LAMOUR qui va nous faciliter la mémorisation de ces différents symptômes. En premier, on a le trouble du langage qui est un signe constant et révélateur de la démence à 70% des cas. Il est fait des 3 A, on a l'aphasie, l'apraxie et aussi l'agnosie. On a aussi les troubles de mémoire qui est caractérisé par une amnésie rétrograde, puis antérograde et enfin globale, une désorientation temporo-spatiale, des troubles de l'humeur qui sont faits principalement de signes de dépression et enfin d'une distorsion du raisonnement et du jugement par le délire et la confusion. Pour mieux détailler les 3 A, on a l'aphasie qui est un trouble du langage indépendamment des lésions de l'appareil vocal. Ce trouble précisément est identifiable lors de l'entretien. Deuxièmement, on a l'apraxie, c'est un trouble de l'activité gestuelle en rapport avec un mouvement orienté vers un but. Par exemple, on demande à notre patient d'ouvrir une bouteille ou de prendre un stylo et d'écrire son nom. Troisièmement, on a l'agnosie qui est une incapacité à identifier certains objets sans atteinte de l'appareil sensoriel. Et là, on va exposer à notre patient différents objets et on va lui demander de les nommer un par un. Le diagnostic des démences est clinique et l'identification des formes ou types de démence est souvent en post-mortem lors de l'examen histologique du tissu cérébral. Cet examen nous renseigne sur des lésions spécifiques et d'autres non spécifiques caractérisées par une perte synaptique et neuronale. Comme vous le voyez dans cette image, on a une illustration d'une coupe transversale d'un cerveau d'une personne saine et d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Comme vous le voyez, on constate que les lésions sont très visibles dans le cerveau de celui qui présente la maladie d'Alzheimer, où on a un élargissement des ventricules par exemple. Les lésions spécifiques sont faites de lésions extraneuronales constituées de plaques séniles, ou dites plaques amyloïdes, et des lésions intraneuronales faites de la dégénérescence neurofibrillaire. Les lésions extraneuronales se forment à partir du clivage d'une protéine précurseur de l'amyloïde dite APP. Il en résulte un excès de quantité de la peptide amyloïde alpha-bêta qui devient insoluble. Normalement, la peptide alpha-bêta est produite en infime quantité. Il y aura une accumulation de peptides courts qui correspondent au dépôt des anticorps anti-alpha-bêta qui marquent le cœur de la plaque sénile. Aussi une accumulation des peptides plus longs qui sont des dépôts moins bien limités, dits diffus associés parfois même à des artérioles cérébrales nommées angiopathie amyloïde. Quant aux lésions intraneuronales, elles correspondent à la dégénérescence neurofibrillaire, la DNF. Il s'agit d'un enchevêtrement de protéines tubulines associated units, dites protéines Tau, anormalement hyperphosphorylées. Ces lésions apparaissent en premier au niveau du cortex entorhinal qui est responsable de l'olfaction et de la mémoire. J'ouvre une petite parenthèse sur ce point où les chercheurs expliquent la démence post-Covid-19 par l'atteinte du cortex entorhinal.
En effet, certaines personnes ont eu une anosmie comme symptôme dû à la contamination par le coronavirus. Cette anosmie est une atteinte neurologique du cortex entorhinal qui évolue progressivement vers un syndrome démentiel par dégénérescence neurofibrillaire chez certaines personnes prédisposées à la maladie. Puis cette lésion se propage à l'hippocampe, responsable de la mémoire, de la navigation spatiale et de l'inhibition comportementale. Progressivement aussi, elle se propage vers les régions associatives du cerveau et certains noyaux comme le noyau basal de Meinrad, le locus coeruleus, le raphet mésencéphalique protubérantiel. Il faut savoir qu'il existe une corrélation entre la dégénérescence neurofibrillaire et le degré des troubles cognitifs. Et ces lésions, ou l'atteinte de ces zones, se fait de façon chronologique et de manière hiérarchisée et surtout stéréotypée. En plus des anomalies spécifiques précédemment citées, il existe des anomalies non spécifiques qui sont caractérisées par la perte synaptique et la perte neuronale. En plus de ce qui a été cité précédemment, il existe une explication pharmacochimique de la démence, qui se base sur la théorie cholinergique, qui suite à l'efficacité des médicaments cholinergiques lors de leur utilisation dans certaines formes et phases de la maladie. En premier, il existe une déplétion du cerveau en certains neuromédiateurs, notamment l'acétylcholine, qui joue un rôle important dans le processus mnésique, qui est un processus d'apprentissage et d'attention sélective. Cependant, il reste difficile de savoir si la déplétion cholinergique est une perturbation primaire ou secondaire dans la démence. Cette perturbation touche en premier le noyau basal de Meinrad, une structure qui est à l'origine de la majorité des projections cholinergiques vers le néocortex. Son atteinte se manifeste par une baisse importante des concentrations corticales en acétylcholine corrélée aussi à la dégénérescence neurofibrillaire. Les critères DSM-5 regroupent pour le syndrome démentiel les troubles cognitifs majeurs et les troubles cognitifs mineurs, que vous voyez illustrés dans le tableau suivant. La différence entre ces deux troubles se constate dans l'intensité des symptômes et la profondeur du trouble. Au total, il existe 4 grands critères à retenir pour le syndrome démentiel. Sur le plan clinique, la démence est faite de 3 phases évolutives. La première phase est progressive et longtemps méconnue. Elle est caractérisée de troubles de mémoire, de changements comportementaux et surtout de caractère, aussi de troubles du langage, principalement l'aphasie, et parfois la présence de délire, de dépression et de signes de confusion. La seconde phase est faite de troubles de l'attention et de concentration, une désorientation temporo-spatiale, une aggravation des troubles de la mémoire précédemment cités dans la première phase, des troubles du jugement, des troubles du langage, compensés par une persévération, une écholalie et une palilalie, qui est une répétition involontaire d'un mot ou d'une phrase plusieurs fois de suite, avec souvent une accélération du débit verbal et tendance au chuchotement. On a dans cette phase l'association des 3 A, l'aphasie, l'apraxie et aussi l'agnosie, un syndrome thymique et délirant, et enfin des troubles instinctuels et une dégradation de l'état général qui va être manifeste. En dernier, la 3e phase, où l'état grabataire est inévitable à terme et elle est faite de perte totale de l'autonomie, un risque de crise épileptogène et enfin un décès par complications somatiques comme le risque de fausse route. Vous avez ici un tableau récapitulatif de la présentation clinique des différentes phases évolutives précédemment citées. Et là, on a la première phase qui est la phase précoce, la seconde intermédiaire et la dernière, c'est le stade avancé. Et les symptômes qu'on doit rechercher dans les différents stades et qu'on doit évaluer par rapport à leur évolution, on a la cognition, le langage, l'atteinte visuospatiale et en dernier, le comportement. Les réactions comportementales face aux différentes phases de la démence précédemment citées sont faites parfois d'un sujet qui peut être en état de profonde confusion mentale. Et parfois même, il y a une apparition d'activité délirante.
Cependant, on peut noter des attitudes d'indifférence, de mutisme et même d'agressivité. Dans ce slide, je vous illustre l'évolution d'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer qui est l'atteinte de la mémoire. Pour la première phase ou le stade initial, l'atteinte de la mémoire, elle peut survenir au bout de 20 ans avant le diagnostic final de la maladie. Dans ce stade-là, la mémoire est atteinte de façon minime et qui peut passer inaperçue par l'entourage de la personne ou parfois même être relatée par la personne atteinte de ce trouble. La seconde phase qui est la phase modérée, où elle peut durer une dizaine d'années, et là on va noter l'atteinte de la mémoire et de la pensée de façon modérée. En dernier, c'est le stade avancé où la parole et la compréhension sont sévèrement touchées et elle peut durer une année à 5 ans, voire un peu plus. Et on constate que le malade peut ne plus reconnaître ses proches. Je vous illustre ici les autoportraits du peintre américain William Utermohlen qui s'est fait le témoin de l'évolution de sa maladie d'Alzheimer, en peignant jusqu'au bout des autoportraits qui reflètent l'évolution de sa maladie. Et ce fut depuis 1967 à l'an 2000. Alors, après quand même une trentaine de slides, je vous propose une petite détente cognitive. Et on va essayer de parler un peu du test de Stroop ou le Stroop Color World Test. Alors il s'agit d'un test qui a comme objectif de détecter la déficience cognitive légère pour l'évaluation des fonctions exécutives, en particulier le raisonnement, l'attention et la concentration ainsi que la mémoire à court terme. Alors, le but de ce test, c'est que le sujet doit être capable de nommer les couleurs des mots, ou la couleur des mots, sans se laisser influencer par leur signification. Alors, s'il met trop de temps à répondre ou qu'il a fait un certain nombre d'erreurs, le score de ce test pourra indiquer qu'il souffre d'une forme de démence. Alors, on va essayer de voir ensemble les différentes lignes. Pour la première ligne, si on doit la nommer, on va dire vert, jaune, rouge, bleu, noir, rouge. Pour la seconde ligne, c'est rouge, vert, noir, jaune, bleu, rouge. La dernière ligne, c'est noir, bleu, jaune et vert. Passons maintenant aux classifications des démences. En fait, il existe deux grandes formes de démence. La première étant les démences dégénératives. Elles représentent plus de 70% des démences et sont faites de détérioration progressive et irréversible des neurones. Les atteintes sont suffisamment importantes pour entraîner une perte d'autonomie chez le malade. Pour la seconde forme, qui est la démence non dégénérative, il s'agit de maladies neurologiques qui se caractérisent par une détérioration des capacités intellectuelles. Elles ne sont pas dues aux dégénérescences des neurones, mais ont d'autres causes. D'autres origines peuvent être retrouvées telles que l'atteinte tumorale, toxique, séquelaire, par exemple un traumatisme crânien, aussi les atteintes métaboliques et nutritionnelles. Pour l'atteinte métabolique, nous citons le dysfonctionnement thyroïdien. Alors, on passe en revue quelques exemples de la démence dégénérative et on cite la maladie d'Alzheimer, la démence à corps de Lévy, la démence frontotemporale, la chorée de Huntington, la démence de la maladie de Parkinson, la paralysie supranucléaire progressive et enfin la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Pour les démences non dégénératives, on cite la démence vasculaire, la démence infectieuse et enfin la démence alcoolique. Alors ici, vous avez quelques images de la dégénérescence lobaire frontotemporale, dite la DLFT, et on cite la démence frontotemporale dans cette première image, l'aphasie non fluente progressive, la maladie de Pick et en dernier la démence sémantique. Là aussi, vous avez d'autres types de démence et on a l'image, la première image, elle correspond à la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
La seconde, la maladie d'Alzheimer, où vous constatez qu'il y a un élargissement important des ventricules latéraux et aussi une atteinte cortico-sous-corticale très importante. Et en dernier, on a aussi l'image de la paralysie supranucléaire progressive, où on constate ces lésions qui sont stellaires ou dites des lésions en étoile. Aussi, ces images nous illustrent très bien l'atrophie cortico-sous-corticale, la diminution du volume temporal, là, qui est très nette dans la deuxième image, et en dernier, l'élargissement important du ventricule latéral. Alors, dans ce slide, je vous illustre les différentes formes de démence qui sont les plus répandues dans la population générale. Et je donne l'exemple de la démence frontotemporale qui représente 8 à 10% des cas de la population générale et qui est très caractérisée sur le plan clinique par des troubles de comportement, des pertes de la convenance sociale et surtout de l'apathie. Quant à la démence à corps de Lévy, qui représente un taux de 0 à 25% des cas, elle est caractérisée plus par des hallucinations visuelles et aussi la fluctuation cognitive. On a la démence non dégénérative qui représente 15 à 30% des cas qui est faite de la démence vasculaire et dans ce sens, elle est caractérisée sur le plan clinique par l'installation par paliers de déficits neurocognitifs qui sont vraiment très marqués. En dernier, on a la maladie d'Alzheimer qui représente approximativement 50 à 70% des cas et principalement faite de troubles mnésiques qui, comme vous vous rappelez, les différents stades évolutifs, les 3 grands stades évolutifs, elle va évoluer progressivement vers une atteinte globale de la mémoire. Alors, passons maintenant au diagnostic différentiel du syndrome démentiel. Le syndrome démentiel se distingue de la débilité intellectuelle qui est définie par une mauvaise acquisition des fonctions intellectuelles. Aussi par l'atteinte d'une seule fonction intellectuelle, par exemple le trouble isolé de la mémoire et du langage. Elle se distingue aussi de la confusion mentale qui est une atteinte réversible et elle peut émailler le cours évolutif d'une démence. Et en dernier, les états dépressifs sévères qui peuvent avoir une présentation clinique pseudo-démentielle. Il peut s'agir aussi du stade débutant d'un syndrome démentiel, seule évolution du trouble qui pourra trancher. Dans ce slide, je vous illustre les diagnostics différentiels sous forme d'acronymes Dementia pour mieux faciliter l'apprentissage et surtout la mémorisation de ces différents diagnostics différentiels. Et ensuite, la dépression en premier, qui se manifeste dans la phase de début de l'évolution et qui permet aussi de trancher par rapport au diagnostic du syndrome démentiel. On a l'éthylisme et les encéphalopathies carentielles, notamment les carences en vitamine B12, et qu'on la différencie de la démence secondaire. Aussi, les médicaments qui peuvent être à l'origine de certains troubles qui peuvent calquer certains symptômes de la démence, notamment certains psychotropes. Et on a l'endocrinopathie telle que l'hypothyroïdie sénile qui peut être aussi en rapport avec la démence secondaire. On a les troubles neurologiques et cardiovasculaires, notamment les AVC, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, les maladies de Parkinson. Et là, toujours, on les différencie avec les démences vasculaires, secondaires. On a les tumeurs cérébrales, on a les causes infectieuses, quelle que soit leur forme, et actuellement, comme je le disais précédemment, on a l'atteinte par la Covid-19. Et en dernier aussi, l'anémie chez le sujet âgé, quand même, qui est un trouble qui peut calquer via ses symptômes une démence ou encore être à l'origine de cette dernière, précipiter l'avènement de la démence. En dernier, on passe à la conduite à tenir devant un syndrome démentiel. Devant un état démentiel, l'anamnèse est la première étape pour déceler et analyser les signes cliniques de cet état, et ce, par l'interrogatoire du patient et de son entourage, et éventuellement son médecin traitant en cas de présence d'antécédents somatiques et ou psychiatriques. Dans cette anamnèse, on cherche les antécédents familiaux et personnels, la notion de prise de médicaments ou de produits toxiques,
l'atteinte infectieuse ou des manifestations de confusion. On évalue les plaintes mnésiques qui émanent du patient et rapportées par son entourage par l'analyse de sa biographie, de ses souvenirs sociaux professionnels. On analyse aussi le mode évolutif des signes cliniques et on évalue le retentissement des signes cliniques sur l'autonomie du patient par l'analyse des retraits d'argent, les achats, etc. Puis lui faire passer l'échelle IADL, c'est Instrumental Activity of Daily Living. Alors le but du passage de l'examen clinique est de rechercher un facteur aggravant des éléments étiologiques et d'évaluer le retentissement sur l'état général du patient, c'est-à-dire voir son état nutritionnel par exemple. La pratique de l'examen clinique doit être complète et faite d'un examen neurologique à la recherche de syndrome parkinsonien, de déficit focal, etc., d'un examen cardiovasculaire à la recherche de facteurs de risque ou de maladies cardiovasculaires, d'examen somatique général et sensoriel et enfin d'un examen psychiatrique. L'examen paraclinique comporte le même but que l'examen clinique. On demande en général quelques examens radiologiques qui sont faits d'imagerie cérébrale tels que la TDM, l'angio-IRM et l'IRM, ainsi que la tomographie par émission de positons et les explorations du débit sanguin cérébral, la SPECT. On demande un bilan général complet, surtout qui est fait de la numération de la formule sanguine, dosage des plaquettes, l'ionogramme sanguin, un bilan hépatique et un bilan rénal. On peut demander aussi la CRP, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le dosage vitaminique, notamment la vitamine B12, le dosage hormonal, notamment le dosage thyroïdien, des hormones thyroïdiennes. Et il est aussi important de noter que les examens peuvent être guidés par les antécédents, l'histoire de la maladie du sujet et la clinique de la personne. Et on peut demander dans ce sens un dosage sérologique fait de la TPHA-VRDL, celui de la syphilis et aussi celui de la VIH. On demande l'électroencéphalogramme, la ponction lombaire elle est aussi possible, un écho-doppler des troncs supra-aortiques et une échocardiographie. En dernier, on note que les explorations du débit sanguin cérébral à SPECT et aussi du métabolisme cérébral par la TEP sont réalisées au cours de protocoles de recherche et restent du domaine du spécialiste. Dans l'examen neurophysiologique, l'évaluation des déficits sensoriels éventuels sont nécessaires au préalable. Le niveau socio-culturel du patient détermine l'interprétation des différents tests neurophysiologiques, d'où l'intérêt de faire une adaptation des différents tests aux différentes sociétés. On explorera aussi de façon systématique l'affluence verbale, le langage, les praxies et les gnosies du sujet atteint ou suspecté d'être atteint d'un syndrome démentiel. Parmi les tests neurophysiologiques, je vous donne l'exemple du test de l'horloge. Alors ce test de l'horloge est assez intéressant à faire passer au patient. Il s'agit de donner une feuille blanche au patient qui est suspecté d'une démence et on va lui demander de dessiner une horloge. Et à partir de son dessin, on va essayer d'interpréter et de scorer les différents éléments qui composent cette horloge. En premier, on va analyser l'intégrité du contour de l'horloge et qui sera coté à 2 points. La présence et la succession des différents chiffres de l'horloge qui seront cotés à 4. Et la présence ou aussi la position des aiguilles, parce qu'en fait, on va lui demander de faire, d'orienter cette horloge vers l'heure de 11h10. Et ce troisième point va être aussi coté à 4 points. Alors, très important de prendre en connaissance si le sujet présente une atteinte motrice, telle qu'une arthrite à la main, parce que ça va nettement fausser les résultats du test de l'horloge. Aussi, si le sujet va présenter ou présente un déficit sensoriel qui soit visuel ou auditif, et ce sont des éléments qui peuvent biaiser les résultats du test de l'horloge. Alors, pour scorer le test de l'horloge, il sera coté à 10
Si on va avoir un chiffre de 8 à 10, on va avoir un déclin cognitif qui est peu probable. Moins de 7, il y aura une possibilité d'un déclin cognitif. Et là, on va être dans l'obligation de faire une évaluation complémentaire pour évaluer ce syndrome. Ici, je vous illustre quelques exemples de résultats du test de l'horloge qui a été passé sur certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence. Et comme vous le voyez dans la première partie ici, c'est que on a par exemple les scores A2 où le patient n'a pas du tout mentionné les différents chiffres de l'horloge, encore moins les deux aiguilles. Il a encore moins bien sûr placé les aiguilles dans l'indication de 11h10 ou 11h moins 10. On a aussi le deuxième point, là où on a le score de 3, on a le score de 4 et le score de 7 qui est à peu près, il a à peu près atteint les chiffres. Donc là, ce sont des différentes formes sur quoi on peut utiliser ce test qui est assez significatif pour la détection du syndrome démentiel. Le deuxième examen neurophysiologique qu'on pourra passer à notre patient suspecté de syndrome démentiel, c'est le test de Dubois ou le test des 5 mots. C'est une épreuve très simple qui est faite de 4 étapes. La première étant la présentation de la liste des 5 mots, dans un objectif d'un apprentissage avec un indissage de la catégorie. La seconde étape est le contrôle de l'encodage qui permet de s'assurer que l'information a bien été mémorisée par le patient par un rappel immédiat qui peut être libre et ou indicé. La troisième étape, c'est l'épreuve interférente, c'est-à-dire on va faire à la fin de cette épreuve des 5 mots un autre test pour ou encore continuer notre entretien avec notre patient afin de détourner son attention pendant quelques minutes. Et en dernier, c'est l'étude de la mémorisation ou l'étude de la mémoire qui permet d'étudier la mémorisation par un rappel différé. Là, je vous donne l'exemple du test des 5 mots. Alors là, pour votre patient, vous avez le choix. Soit vous allez lui donner 5 mots avec leur indice, comme c'est illustré dans le tableau, limonade, boisson, passoire, ustensile de cuisine, camion, véhicule, musée, c'est un bâtiment, sauterelle, insecte, voilà. Soit vous avez aussi le choix de montrer l'image ou de montrer l'objet à votre patient, lui demander de nommer cet objet ou cette image, de mémoriser les 5 mots et de se rappeler des 5 mots dans l'immédiat, puis on va le faire en différé. Pour le rappel immédiat, il est scoré à 10. Pour le rappel différé, il est aussi scoré à 10. Il est important aussi de noter s'il y a la présence d'intrusion lorsque le sujet va se rappeler les 5 mots. Et là, on va faire le total du score, c'est la somme des deux, entre le rappel immédiat et le rappel différé. Et si on va trouver un seuil entre 19 et 20, on pourra dire que le déclin cognitif, il est très peu probable. S'il est inférieur à 18, là, on va suspecter quand même un déclin cognitif qui nécessitera certainement d'autres tests évaluatifs pour confirmer le syndrome démentiel. Alors là, toujours dans les examens neurophysiologiques, on a le MMSE ou le Mini Mental State Examination. C'est le test de Folstein où on va avoir l'examination de l'orientation du patient, de son apprentissage, l'attention et le calcul, le rappel de l'apprentissage qui a été fait dans le second temps, le langage du patient et enfin la praxis constructive. Les résultats du MMSE en fonction des 4 phases évolutives, et bien sûr il est important de mentionner que ces résultats doivent être pondérés en fonction du niveau socio-culturel, d'où l'intérêt de toujours rappeler que tous les tests neurophysiologiques doivent être adaptés aux différentes sociétés. Alors, on peut avoir un résultat entre 24 et 30. Là, on pourra dire que le sujet va présenter un syndrome démentiel dans un stade léger. Entre 19 et 23, ça c'est un stade modéré.
Le stade sévère, il est compris entre 5 et 18. Et en dernier, le stade très sévère, si on a un test qui est chiffré à moins de 5. Il est à noter qu'il existe plusieurs tests d'évaluation dont la première date de l'année 1944. Les durées de passation diffèrent d'un test à un autre, allant de quelques minutes à quelques heures. Il est à noter aussi que certains tests continuent à être utilisés par les psychiatres et aussi les thérapeutes dans un objectif d'évaluation et d'autres ont été abandonnés. Toujours dans la conduite à tenir devant un syndrome démentiel, le dépistage du risque de cette maladie est important. Il est à noter que les recherches les plus récentes cherchent à trouver un moyen efficace pour le dépistage de la démence, dans un objectif de prévention et surtout de prise en charge précoce, afin de retarder le plus possible l'évolution de la maladie. Nous citons le test sanguin, aussi le test oculaire, l'OCT-angiographie, ou une étude de la Nouvelle-Zélande sur 100 000 bébés suivis depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 45 ans, et à partir de l'analyse de l'épaisseur de deux parties différentes de la rétine, notamment la couche des fibres nerveuses rétiniennes et la couche des cellules ganglionnaires, objectif que les participants à l'étude avec des couches rétiniennes plus minces ont obtenu des résultats inférieurs aux tests de performance cognitive. À l'âge adulte et à l'époque où ils étaient enfants, les résultats suggèrent qu'une rétine plus mince que la moyenne à l'âge adulte serait associée à un risque accru de la maladie d'Alzheimer. Aussi, la perte de vaisseaux sanguins dans la rétine pourrait signaler de façon précoce l'apparition de la maladie d'Alzheimer, selon les chercheurs de la Caroline du Nord. Alors, pour les chercheurs aussi de Boston, mentionne la présence dans le liquide oculaire d'un biomarqueur déjà présent dans le sang appelé NFL, qui serait également présent dans l'humeur vitrée de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Toujours dans le dépistage du risque de la démence, il y a eu par certains chercheurs le développement de l'algorithme qui identifie les personnes à risque élevé de déficience cognitive. À partir d'une scintigraphie cérébrale dans l'étude de l'Imperial College of London, l'algorithme recherche des anomalies dans 115 régions du cerveau, en analysant des caractéristiques telles que la taille, la forme et la texture de certaines zones du cerveau. Cet algorithme a été testé sur plus de 400 personnes avec une efficacité estimée à 98%. Une autre étude, celle de l'Université de Toronto en 2018, et ce à partir des images de l'IRM, l'algorithme recherche 660 caractéristiques différentes dans le cerveau, captant des changements très subtils qui passeraient inaperçus à l'œil humain. Ces algorithmes ont été testés pour avoir un double objectif dans le dépistage de la démence. Ils sont à la fois un outil de diagnostic ou de dépistage et un outil de mesure pour analyser l'évolution de la maladie. On passe maintenant au dernier point de la conduite à tenir devant un syndrome démentiel, qui est la prise en charge et la prévention de ce syndrome. La prise en charge du syndrome démentiel est biopsychosociale. Elle est biologique et elle se base sur les neuroleptiques principalement. Elle est psychologique et on doit se faire aider avec toutes les psychothérapies possibles pour qu'on surmonte les différentes phases de la démence. Elle est sociale par un substitut social pour le sujet atteint de cette démence. Et surtout, il ne faut pas oublier que la prise en charge aussi est destinée aux aidants naturels et aussi à la famille de façon globale qui prennent en charge le sujet atteint d'une démence. La prise en charge biopsychosociale doit être précoce. Elle doit être aussi pluridisciplinaire et intégrant ainsi le psychiatre, le neurologue, le gériatre et aussi tous les acteurs du domaine médico-social, et se base sur un traitement symptomatique, sédatif, neuroleptique antiproductif, sauf pour la DLFT, et enfin
il est important de noter que cette prise en charge se base sur un traitement étiologique et l'équilibre des causes aggravantes de la pathologie. La prise en charge sera aussi adaptée en fonction des phases évolutives de la maladie. Par exemple, dans la phase 1 et 2, il est privilégié de faire une hygiène environnementale et la prévention des facteurs qui peuvent aggraver la démence. Pour la phase 1, 2 et 3 à la fois, on aura aussi le choix de l'utilisation de traitements inhibiteurs de l'acétylcholinestérase qui va permettre une augmentation de la transmission neuronale et ensuite la donépésile. On pourra avoir aussi le choix de l'utilisation de certains neuroleptiques en fonction des symptômes donnés par le sujet, et là on parle plus de traitement symptomatique. En dernier, on a la phase 3 où la surveillance doit être stricte et l'ajustement du traitement, voire même l'arrêt du traitement, parce qu'à ce stade-là, on se retrouve devant la situation où le sujet ne répond plus au traitement qui a été donné, notamment le traitement neuroleptique et aussi les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Pour la chimiothérapie, il y a l'utilisation principale des anticholinestérasiques en inhibant l'acétylcholinestérase. Alors ce produit, il permet l'augmentation de la concentration de l'acétylcholine dans la fente synaptique qui favorise secondairement le ralentissement du déclin cognitif et la perte des activités instrumentales de façon temporaire. Il favorise aussi la diminution des troubles de comportement manifestes au cours de l'évolution de la maladie. Alors, il existe 3 médicaments disponibles sans qu'il y ait de comparaison entre eux. On a la donépésile. Alors, la dose initiale est de 5 mg par jour et peut-être de 10 mg par jour au bout de 1 mois. Deuxièmement, on a la rivastigmine, dont la dose efficace est comprise entre 6 et 12 mg par jour. Et en dernier, on a la galantamine. On peut proposer, selon les stades évolutifs de la maladie, les traitements suivants. Au stade léger, où MMSE est supérieur à 20, on donne un inhibiteur de la cholinestérase. Au stade modéré, où l'MMSE est compris entre 10 et 20, un inhibiteur de la cholinestérase ou un antiglutamate serait efficace. En dernier, au stade sévère, où MMSE est inférieur à 10, on peut proposer un antiglutamate. La prise en charge se base aussi sur la prise en charge étiologique. Là aussi, il faut discuter les autres traitements neuroleptiques et les adapter en fonction de la symptomatologie associée et ensuite, par exemple, les antidépresseurs en cas de dépression, les sédatifs en cas d'insomnie, etc. On a aussi la mise en place des mesures de la tutelle. On peut proposer des auxiliaires de vie ou les infirmiers à domicile pour administration du traitement lorsque le sujet n'a pas vraiment d'aidant naturel ou un entourage familial qui puisse être très disponible par rapport à cette prise en charge qui est très lourde à faire. Et on a en dernier aussi la surveillance et la prise en charge des complications qui se font tout au long de l'évolution de la maladie. Les psychothérapies sont souvent utiles lors de la première phase de l'évolution pour minimiser la progression rapide des signes cliniques de la démence. Ensuite, le mindfulness, la remédiation cognitive, la thérapie d'accompagnement qui vise à améliorer la cognition et ensuite aussi la thérapie de réminiscence dont le principe est de faire émerger des souvenirs anciens autobiographiques à partir de divers médias. Les autres types de prise en charge, tels que l'électroconvulsivothérapie, exceptionnellement et uniquement utilisée pour les formes graves de troubles de comportement et de résistance aux traitements symptomatiques. Elle peut être utilisée aussi dans les formes de dépression grave, comorbide au syndrome démentiel, ou encore comme étant un symptôme dans certaines phases évolutives de la maladie. On a la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, l'RTMS. Il s'agit d'une nouvelle forme de traitement avec moins d'effets secondaires et une meilleure tolérance. Elle peut présenter une certaine efficacité pour quelques symptômes, notamment les signes dépressifs,
et l'hallucination qui peuvent être rencontrées dans la démence. La prise en charge de l'entourage du sujet atteint de démence est absolument nécessaire, où le but ici est de retarder l'institutionnalisation des personnes atteintes de démence et surtout améliorer la qualité de vie de son aidant naturel. Quant à la prise en charge sociale, on va un peu se répéter, mais il est important de noter que dans ce sens, il est important de faire une mise en place de mesures de tutelle et de sécurité ainsi que de protection des biens du patient. On peut favoriser la présence d'auxiliaires de vie et d'infirmiers à domicile pour l'administration du traitement à domicile, et là on se réfère aux soins à domicile, et minimiser la charge de la prise en charge de l'aidant naturel. Impliquer l'assistante sociale dans la prise en charge du patient et de sa famille, bien sûr, surtout dans certaines tâches administratives. Accorder des moments de répit aux aidants naturels par l'introduction de l'hôpital du jour dans la prise en charge et l'offre de séjours de vacances, et encourager les associations de malades et de familles et les impliquer dans la prise en charge dans les différents stades évolutifs de la maladie, y compris dans le processus préventif. La prévention du syndrome démentiel est un élément important dans la prise en charge. Elle se base sur la prévention des troubles somatiques qui peuvent être un facteur de risque de cette maladie, notamment les troubles cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies neurologiques et autres. Deuxième élément, c'est mettre en place les activités de groupe pour éviter l'isolement et favoriser les interactions sociales. Dans un seul but, c'est l'évitement du déclin cognitif. En dernier, mettre en place une coordination positive entre les équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge le sujet atteint de démence afin d'exposer les différents problèmes de la personne, recueillir les informations nécessaires pour améliorer cette prise en charge. Au total, il s'agit d'une prévention primaire, secondaire et tertiaire dans un seul objectif, c'est de minimiser les stades évolutifs de la maladie et lui permettre une meilleure qualité de vie. En dernier, les points importants à retenir dans la démence est qu'il s'agit d'une affection cérébrale dégénérative ou non. Elle est surtout irréversible et multifactorielle. Sur le plan clinique, on peut la diagnostiquer grâce à l'imagerie cérébrale qui révèle quelques signes indirects et surtout l'autopsie post-mortem par rapport à l'analyse histologique. La prise en charge est neuropsychiatrique, elle se base sur une prise en charge symptomatique et une prise en charge d'accompagnement basée principalement sur la psychothérapie. Pour conclure, la démence est un trouble qui pose un sérieux problème de santé publique de par sa fréquence et le coût de ses soins. Jusqu'à l'heure actuelle, sa prise en charge est purement symptomatique, ajustée en fonction de ses différentes phases évolutives. L'ensemble des praticiens encouragent à la prévention de ce type de troubles par la prévention des troubles somatiques et leurs complications qui sont incriminés au premier degré sur la genèse de la maladie. Aussi, la prévention consiste à favoriser un climat favorable pour les sujets âgés, notamment empêcher le isolement social. Alors, j'ai pas oublié les 5 mots sur quoi on a démarré notre présentation. J'espère que vous allez pouvoir les remémorer maintenant et tout en ayant avoir l'espoir aussi que vous n'avez pas de déclin cognitif. Alors on passe en revue les 5 mots. On a un trousseau de clés, une montre, des lunettes, un chat et une pomme. Voilà, c'est le résultat des 5 mots. Je présume que vous avez certainement plusieurs questions à poser par rapport à cette présentation. Dans ce sens, je vous conseille de vous référer aux références suivantes qui vont vous permettre de compléter la question et surtout de trouver un peu les réponses à vos différentes questions. À la fin, je vous remercie d'avoir été attentif à cette présentation et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.